Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Le 5 mars a débuté la session annuelle de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a présenté le rapport d'activité du gouvernement à cette occasion. Quels sont les grands points de ce rapport? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec notre invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau M. Ding Yifan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, chercheur à l'Institut de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Bienvenue sur notre plateau. Alors, en fait, vous avez beaucoup de contacts avec des chercheurs étrangers ou des politiciens étrangers. Donc, à chaque fois, comment vous leur expliquez les deux sessions? En fait, oui, les deux sessions. Parce qu'en Chine, le Parlement s'est réuni une fois par an. C'est au moment de cette session plénière du Parlement que les plus grandes décisions législatives sont décidées. Cette fois-ci, par exemple, à l'Assemblée nationale populaire, il sera décidé, donc une loi importante se sera passée sur l'investissement étranger en Chine, par exemple. Donc il y a toute une série de projets de loi serait examiné chaque fois à la session plénière de l'Assemblée nationale populaire parce que c'est le plus grand rassemblement du Parlement chinois. À la différence d'autres parlements dans d'autres pays, le Parlement chinois, donc l'Assemblée nationale populaire, se divisé en deux parties. Cette partie, c'est-à-dire la session plénière, a eu lieu une fois par an, au mars. Les plus grandes décisions juridiques, etc., de l'État seraient décidées à ce moment-là par cette session plénière de l'Assemblée nationale populaire. À part cela, il y aura ce qu'on appelle un standing committee, donc un comité permanent. Oui. Il y a un comité permanent de l'Assemblée nationale populaire qui travaille tout au long de l'année. Et quelquefois, pour des lois qui ne sont pas très importantes, c'est-à-dire autrement, pour des lois qui ne sont pas organiques ou qui ne sont pas très importantes, des projets, etc., le comité permanent aussi a la fonction de l'approuver. Donc, mais cette fois-ci, comme la loi sur l'investissement étranger direct en Chine est une loi relativement importante, fondamentale, donc elle ne sera qu'adoptée qu'à la session plénière de l'Assemblée nationale populaire. Donc ça, c'est quelque chose de différent. Peut-on dire que c'est une sorte de... on va en fait collecter un peu les informations parce que les députés, les représentants sont venus de différentes couches sociales et après on a quelque chose qui vont être votés par eux et puis les propositions de plus bas niveau peut être collectées de cette façon. C'est une autre fonction de ces deux sessions, parce qu'on parle des deux sessions. En fait, il y a une session plénière de l'Assemblée nationale populaire qui est une session du pouvoir législatif. En même temps, il y a une session de ce qu'on appelle la conférence consultative politique qui a lieu aussi en même temps que l'Assemblée nationale populaire, mais cet organisme est un organisme de consultation. Il n'a pas de droit juridique, législatif. Donc, les décisions faites par la conférence ne seront pas transformées automatiquement en loi. Par contre, c'est un organisme de consultation importante, parce que les membres de cette conférence consultative politique sont des représentants de tous les milieux de la société chinoise, où ce sont des personnalités éminentes de chaque profession. Donc, cette conférence consultative politique sert à faire venir des opinions de la base de la société chinoise vers le haut, donc toutes sortes d'opinions, de réclamations, de demandes de la société chinoise amènent à la session plénière de la conférence consultative politique, et les membres de la conférence vont essayer à partir de cette collection des données, de cette collection des demandes, etc., va faire des projets. Les projets vont arriver à l'Assemblée nationale populaire
Et un nombre important de ces propositions ont été finalement transformées en loi. Je pense que vous êtes assez clair là-dessus parce qu'il y a deux sessions. C'est une session qui a un pouvoir législatif et un autre, c'est un mécanisme de consultation. Très bien. On voit que aujourd'hui s'est ouvert la session annuelle de l'Assemblée populaire nationale et le Premier ministre a présenté le rapport d'activité du gouvernement. Donc quel bilan, il a fait le bilan de l'activité du gouvernement chinois en 2018. Donc quels sont les points qui vous a plus marqué? En fait, oui, j'ai oublié de dire que finalement, la session plénière de l'Assemblée nationale sert aussi au gouvernement, au chef du gouvernement, de faire le bilan de l'année et le discours prononcé par le Premier ministre au moment de la session plénière de l'Assemblée nationale populaire est une espèce de l'état de l'Union. Aux États-Unis, c'est l'état de l'Union, le chef d'État fait un état de l'Union, etc. Maintenant, au Parlement européen, le président du Conseil, le président de la Commission européenne fait aussi un état de l'Union, etc. En Russie, le président Poutine fait aussi un état de l'Union à l'Assemblée, au Douma, etc. Donc en Chine, c'est le Premier ministre qui fait le rapport du gouvernement chaque année à ce moment, à la session plénière de l'Assemblée nationale populaire, tous les députés de cette Assemblée, il va rendre compte de son travail pour l'année dernière et une projection pour le travail du gouvernement pour l'année à venir, cette année. Donc. Et on voit aussi, il y a aussi des participations des ambassadeurs étrangers et d'autres invités qui sont aussi invités à écouter ce rapport du gouvernement. En fait, le Premier ministre a indiqué que l'année dernière, en 2018, la Chine a eu un développement économique stable. À peu près, la Chine a à peu près atteint les objectifs de croissance, de développement, d'emploi fixés à l'avance il y a un an. Par la même occasion, le Premier ministre a mis en avant aussi les objectifs de développement pour l'année en cours, c'est-à-dire pour 2019. Je vois que, en fait, pour beaucoup d'étrangers, en fait, ce rapport du gouvernement sert aussi d'un cadre pour encadrer le travail de 2019. Et on voit il y a des choses qui sont très suivies par les médias, par les journalistes, par exemple, les objectifs de croissance fixés cette année, c'est de 6 à 6,5%, donc aux alentours de 6,5%. Comment voyez-vous cet objectif? En fait, si vous lisez par exemple les objectifs de croissance annuelle fixés en 2016, c'est-à-dire pour le 13e plan quinquennal, parce que tous les 5 ans on fait un plan quinquennal, nous sommes au 13e plan quinquennal, le 13e plan quinquennal va de 2016 à 2020. Donc pendant ces 5 années, l'objectif de la croissance annuelle était fixé comme entre 6 et 6,5%. Alors que l'année dernière, nous avons eu un taux de croissance convenable de 6,6%. Et l'année dernière, il y a 2 ans aussi, nous avons eu un taux de croissance relativement stable de 6,7%. 6,7, 6,6%, etc., etc. Cela prouve que finalement la croissance est stable en dépit de la restructuration de l'économie chinoise. Parce que pour mieux faire passer cette transition de restructuration, nous avons fait baisser artificiellement le taux de croissance pour faciliter la transition. Finalement, si on regarde par exemple les statistiques pour l'année dernière, par exemple, la transition se passe assez stable, de façon assez stable, parce que le secteur pointe, ce qu'on appelle le secteur de pointe, des technologies avancées,
le taux de croissance est beaucoup plus, disons, robuste que dans les secteurs traditionnels. Dans les secteurs traditionnels, il y a même un ralentissement de la croissance parce que nous voulons éliminer une partie de moyenne production dans le secteur traditionnel pour favoriser la croissance et le développement des secteurs de pointe. Et le développement des secteurs de pointe répond assez à l'attente du gouvernement parce que le taux de croissance était vraiment très rapide dans ces secteurs-là. Mais on voit que le Premier ministre a quand même souligné deux points qui est selon lui comme des obstacles assez importants, c'est-à-dire qu'il a souligné que maintenant devant l'économie chinoise il y a à la fois les pressions de l'extérieur, à l'exemple de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, et la pression de l'intérieur. Il a dit c'est un peu la peine de la restructuration est sentie. Voilà. Donc pensez-vous que l'économie chinoise est en mesure de relever ces défis en 2019 et dans quelle mesure la guerre commerciale va-t-elle affecter l'économie chinoise? Finalement, oui, les frictions commerciales, etc., ont créé une espèce de sentiment de panique sur le marché du capitaux, sur la bourse. C'est pas bien l'anticipation. C'est ça, parce que, mais en fait, en réalité, l'année dernière, en dépit de l'élévation de droits de douane, etc., l'exportation chinoise vers le marché américain a augmenté. Donc, vraiment, ça n'a pas vraiment affecté la compétitivité de l'exportation chinoise, parce que ça a augmenté. Et l'excédent commercial que nous avons eu vis-à-vis des États-Unis a été élargi, a battu le record du monde. Donc ça prouve que finalement cette guerre commerciale n'a pas servi à grand-chose pour empêcher la Chine, pour stopper l'exportation chinoise vers le marché américain. Donc, mais cette guerre commerciale a tout de même jeté une ombre sur la bourse chinoise. Du coup, l'effet psychologique était beaucoup plus grand que l'effet réel sur l'économie chinoise. Du coup, la bourse a chuté, et les investisseurs ont essayé de quitter le marché chinois pour s'enfuir, pour aller ailleurs. Il y a ça aussi. Donc ça, ce n'est pas très bien. Parce que la Chine est en train de développer son marché de capitaux. Il y a de plus en plus de capitaux, disons, aventuriers qui arrivent sur la Chine pour l'investissement des technologies, des spéculations. C'est ça, oui, mais des spéculations spéculatives. Pas simplement des capitaux spéculatifs, ce sont des capitaux qui visent essentiellement des entreprises de pointe. Des entreprises de pointe, des entreprises à haut risque. Parce que ce sont des entreprises qui ne sont pas très grandes de taille, mais qui possèdent des technologies très avancées, qui veulent exploiter le marché de l'avenir, mais qui ne sont pas sûrs de pouvoir atteindre son objectif, mais qui sont prêts à lancer de nouveaux produits sur le marché, etc. Mais cela commence à attirer l'attention des capitaux, je dirais, aventuriers, parce que ce sont des capitaux à haut risque, mais qui veulent venir investir en Chine. Il y a davantage de capitaux étrangers qui veulent venir en Chine investir dans ces secteurs à haut risque. Donc, quelles sont les conséquences? Si il y a le panique sur le marché capitaux, bien sûr, ça aurait un effet néfaste, mais on dirait négatif. Oui, mais on dirait, parce que ça m'évoque une nouvelle qui s'est passée il y a quelques mois. On dirait qu'il y a moins de capitaux aventuriers maintenant que les entreprises qui veulent développer par exemple, les technologies de pointe qui sont au début de leur phase de développement, avaient plus de mal à trouver ce genre de capitaux qu'il y a quelques années. C'est ça, c'est vrai. Donc, ce qu'on appelle le hot money, donc les capitaux spéculatifs commencent à quitter la Chine depuis 3 ans déjà, depuis 2 ou 3 ans.
Lorsque le marché chinois a été inondé par Oui, avant, c'était comme ces capitaux spéculatifs ouais. et toutes sortes d'activités, surtout les économies de participation, trouvent Oui, assez oui, facilement oui, oui. de fonds pour financer leurs projets aventuriers. Mais aujourd'hui, on dirait qu'il Aujourd'hui, n'y a pas l'argent facile. Il n'y a plus de c'est plus l'argent difficile. facile. C'est plus difficile, mais tout de même, la Chine est toujours la destination, la plus grande destination de ces capitaux au risque. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a une risque assez haute pour, on va voir un peu plus tard, l'ouverture, davantage l'ouverture du secteur financier, parce que la Chine a été pendant longtemps très réticent à l'ouverture du marché, du secteur financier pour contrôler justement ce genre de risque. Donc aujourd'hui, quelle est la position chinoise? Parce que dans le rapport, apparemment, on dit on va encore ouvrir. Depuis l'année dernière, nous avons constaté que le gouvernement a pris des mesures pour ouvrir davantage son marché, y compris son marché financier. Mais tout de même, la libéralisation, comme on dit, pour reprendre le terme plus familier, la libéralisation du marché financier serait procédée aussi de façon progressive. Il ne sera pas ouvert du jour au lendemain. Comme ça, on ne va pas supprimer carrément toutes les régulations du marché financier. Non, ce serait aussi un processus progressif. On a élargi, par exemple, la participation des capitaux étrangers dans des institutions financières chinoises, par exemple. Donc, autrefois, il y avait un quota pour le taux de participation des capitaux étrangers dans les institutions chinoises. Tandis qu'aujourd'hui, il y a plus de... On a supprimé tout cela. Mais le compte des capitaux est toujours pas totalement ouvert. Donc les autorités monétaires chinoises gardent encore un peu de contrôle sur le marché des capitaux. On va relever petit à petit les mesures de régulation sur le marché de capitaux, mais on va tout de même garder le contrôle. Mais on voit déjà que dans le secteur genre d'assurance et de bancaire, il y a de plus en plus d'entreprises étrangères qui participent déjà dans ce marché. C'est pour ça que l'année dernière, la Chine reste encore la deuxième destination de l'investissement étranger direct dans le monde, d'où juste derrière les États-Unis. Parce que, alternativement, la Chine a été la première destination de l'investissement étranger direct, ou la deuxième destination, parce que quelquefois c'est la Chine, quelquefois ce sont les États-Unis, mais l'année dernière, la Chine était tout juste derrière les États-Unis pour devenir la deuxième destination de l'investissement étranger direct dans le monde. Grâce à l'ouverture de son secteur financier. Et justement, quand on parle de l'investissement étranger, et en fait, vous avez évoqué au début de l'émission cette loi importante qui va être ratifiée cette année durant les 2 sessions, c'est justement la loi sur les investissements étrangers. Donc, pouvez-vous nous expliquer davantage qu'est-ce qu'il s'agit et quel sera vraiment l'impact concret sur les investissements étrangers? En fait, la promulgation de cette nouvelle loi des investissements étrangers en Chine serait une signe de l'ouverture de la Chine, en fait. Ce n'est pas tout nouveau, parce qu'avant cela, il y avait 3 lois concernant l'investissement étranger en Chine. La première loi sur l'établissement des entreprises à capitaux mixtes, sino-étrangères en Chine, mais cette loi a été adoptée en 1979, juste un an après l'ouverture. Puis en 1986, a été adoptée une nouvelle loi sur la création des entreprises de coopération, voilà, entreprises coopératives sino-étrangères. Et une troisième loi concernant l'investissement étranger en Chine était une loi sur la création des entreprises à capitaux étrangers en Chine
une loi adoptée en 1989. Donc ces trois lois constituent un cadre juridique de l'investissement des capitaux étrangers en Chine. Donc c'est pas vraiment une loi nouvelle. C'est pas une nouvelle loi. Cette loi est une fusion de ces trois lois, mais une simplification des procédures des lois. La nouveauté de cette nouvelle loi est que beaucoup de choses ont été simplifiées. C'est-à-dire quelques exemples. Beaucoup de choses ont été simplifiées. Cette loi, rien que les articles de cette loi ont été beaucoup plus simplifiés. Et puis en plus, la pratique était l'investissement des capitaux étrangers en Chine doit être d'abord approuvé par des institutions de compétence en Chine, c'est-à-dire le ministère du Commerce, etc. Tandis qu'aujourd'hui, dans la nouvelle loi, eh bien, il y a une liste négative, c'est-à-dire une liste qui indique les domaines dans lesquels l'investissement étranger est interdit. En dehors de cette liste négative, vous pouvez créer des entreprises, vous pouvez investir en Chine comme vous voulez, il n'y aura plus de processus d'approbation. Donc, c'est simplifier les choses. Vous n'avez plus à demander, à poser une demande et attendre l'approbation d'une institution de compétence, etc. Non, c'est fini. Donc, c'est simplifier beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas sur la liste négative, vous pouvez créer des entreprises comme vous voulez. C'est simplifier les choses. Puis, il y a aussi le traitement national préétabli. C'est-à-dire qu'avant de vous établir en Chine, de créer une entreprise, vous pouvez déjà bénéficier d'un traitement national. Vous n'avez pas, comme autrefois, des traitements préférentiels. Privilège. Mais vous n'êtes pas discriminé non plus. Donc vous êtes comme une entreprise chinoise. Oui, à ma connaissance, avant, il a beaucoup de privilèges. Donc, oui, mais il y a une très grande évolution du marché chinois. Avant, au moment de l'ouverture, etc., eh bien, la Chine n'avait pas cette réputation, n'avait pas cette crédibilité. Donc la Chine avait adopté des politiques préférentielles à l'écart des investisseurs étrangers, à l'écart des capitaux étrangers, pour les attirer vers la Chine. Donc il y avait un traitement préférentiel, les entreprises étrangères installées en Chine bénéficient d'un niveau de réduction d'impôts, voire même d'exemption totale des premières années de leur investissement. Ils sont complètement exempts d'impôts. Et pour les 2 années à suivre, ils bénéficient aussi d'une réduction sensible du niveau d'imposition. Ce n'est qu'au bout de 6e année qu'ils commencent à payer des impôts, etc. Donc c'était, en plus, le terrain utilisé par des entreprises étrangères sont très bon marché, parce qu'à l'époque, on avait aussi une tendance à faire baisser le tarif foncier pour attirer des investissements étrangers. Tandis qu'aujourd'hui, c'est un traitement national. Et on dirait plutôt que c'est une évolution assez naturelle au fur et à mesure que l'économie chinoise se développe, tout vient naturellement. Oui, parce que ils viennent, les capitaux étrangers viennent en Chine pour différents objectifs. Pendant les premières années de l'ouverture, ils viennent en Chine, s'installer en Chine pour produire des choses qui sont destinées plutôt au marché étranger, parce que ce sont des choses qui sont hors de portée des consommateurs ordinaires chinois. Donc souvent, ils viennent ici à la recherche du coût de travail et bon marché, mais de bonne qualité. En dépit de la bonne qualité, le coût de travail était très bon marché. Ils viennent pour cela. Mais aujourd'hui, comme la Chine est en train de devenir le plus grand marché de détail du monde, eh bien, ils viennent ici pour élargir leur part de marché dans le monde. Et les objectifs ont terriblement évolué. Ils viennent pour vendre sur place, pour vendre sur le marché. Parce que, par exemple, le nombre d'automobiles, de voitures,
vendues sur le marché représentent beaucoup plus que le nombre de voitures vendues sur le marché américain, le marché européen ou le marché japonais. Même la vente des voitures en Chine dépasse le nombre total de ces autres marchés. C'est pour ça que la Chine est devenue le marché le plus attrayant de tous les producteurs du monde. Ils viennent s'installer en Chine pour vendre sur son marché, non pas pour profiter de son coût de travail. C'est pour ça aussi que l'économie chinoise est devenue quelque chose qui attire l'attention de tout le monde pour savoir est-ce que l'économie chinoise va encore développer. Et on voit que dans le rapport, en fait, le Premier ministre a indiqué que une des difficultés, c'est que la consommation se ralentit et puis il y a les difficultés pour les petites et moyennes entreprises des entreprises naissantes. Et donc, il a souligné ces mesures d'exemption et de réduction d'impôts. Oui. Donc, pensez-vous que cette mesure est suffisante pour relever le défi vraiment de... Je pense que pour les petites et moyennes entreprises, la réduction d'impôts est toujours une bonne chose. Les petites entreprises ne peuvent pas subsister si le niveau d'imposition est trop élevé sur eux. Mais cette année, il y a vraiment une large partie consacrée à cette mesure. Mais à mon avis, ce qui est le plus difficile pour les PME n'est pas tellement le problème d'impôt, c'est le problème de financement. Oui, parce cette question est c'est aussi un problème. C'est dû aussi à notre système financier. Parce que le système financier chinois est basé sur la constitution des grandes banques. Quelques grandes banques ou filiales de banques contrôlent le plus grand marché de capitaux, et si bien que les banques ont du mal à s'occuper des PME, des projets tout petits. Donc, on a essayé de créer des banques commerciales locales, par exemple, les banques commerciales de ville, qui seraient beaucoup plus au contact avec les PME, qui seraient beaucoup plus en mesure de mesurer les risques et les disons, faisabilités des projets d'investissement de ces PME, etc. Il y a ça, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi, nous avons créé un système de microcrédit assuré par exemple, des moyens plus sophistiqués, des entreprises d'Internet, par exemple. Alibaba a créé une branche de microcrédit parce que avec le paiement électronique, etc., les PME peuvent se provenir assez facilement sur l'Internet des fonds. Et leur crédibilité et leur réputation seront jugées aussi sur leur paiement, sur leurs activités, etc., etc. Et les entreprises d'Internet sont même plus en mesure d'évaluer la crédibilité de ces PME que les banques, que les grandes banques. Mais il y a aussi toujours ce débat de dire que est-ce que les financements sur Internet, via Internet, et il n'y a pas un risque trop grand. Donc il y a toujours ce débat, est-ce qu'il va être mangé par les banques? Il y a toutes sortes de choses. Il y a des défauts. Il y a des défauts, mais il y a aussi en particulier des fraudes. Il y a des fraudes sur l'Internet, des PME, etc. C'est moins contrôlable que les banques, non, parce que les sociétés d'entreprise comme Alibaba contrôlent les données. Ils peuvent mesurer la crédibilité des sociétés, des PME, etc. par les flux d'informations, par des flux de données, contrairement aux banques. Donc c'est tout un autre système d'évaluation de risque. Alors je vous remercie, M. Ding Yifan, merci pour vos analyses. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.